1 700 000 km². Vaste comme 3 fois la France, le Québec est la plus grande des 10 provinces de la Confédération canadienne. La belle province, comme on la surnomme, fait figure d'exception par rapport au monde anglophone qui l'entoure, car plus de 80% de sa population est francophone. Elle compte près de 7,5 millions d'habitants, dont 3 sont rassemblés le long du fleuve Saint-Laurent, dans une conurbation bien américaine, avec rues en damier et un vaste réseau d'autoroutes urbaines. Montréal. Dominé par une forêt de gratte-ciel, le centre-ville de Montréal est construit sur une des îles cernées par le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais. Montréal est né de son port, plaque tournante de la traite des fourrures entre l'Amérique et l'Europe 2 siècles durant. Aujourd'hui, le vieux Montréal s'articule autour de l'hôtel de ville et de la place Jacques-Cartier, point de rendez-vous en été de tous les troubadours qui savent où trouver les visiteurs décontractés. À 2 pas de la place, la vieille ville aux maisons de pierre rend hommage à celui qui est considéré comme son fondateur. Anciennes ou récentes, les influences architecturales de Montréal sont extrêmement diverses. Mais elles ont une préoccupation commune. Aussi moderne soit-elle, la métropole doit conserver une dimension humaine et la nature avoir droit de cité. Les premières tours de la ville moderne ont été construites dans les années 1960, lorsque Montréal était le centre du commerce, de l'industrie et de la finance du Canada. Depuis, le centre de gravité économique du pays a glissé en direction de Toronto, la rivale de toujours. Mais dans les années 1980, les constructions de verre et d'acier ont repris de plus belle. Elles montrèrent aux Montréalais la voie à suivre pour que leur ville continue d'étendre son influence non seulement sur le Québec, mais sur le nord de l'Amérique. La voie à suivre pour rester fier de l'image que la cité renvoie d'elle-même. Sous les rues, 3 lignes de métro relient une 60aine de stations, chacune dessinée par un architecte différent. Le métro n'est que l'un des éléments d'une véritable ville souterraine. Un réseau de 30 km de galeries marchandes qui permettent aux Montréalais de se déplacer sans tenir compte de la météo. Quel bonheur de magasiner en plein hiver à la température des cocotiers. Oui, l'art de vivre à Montréal est une réalité, due probablement au subtil équilibre entre les influences françaises et britanniques. Toujours est-il que pour la qualité de la vie, la métropole québécoise est considérée comme la première ville d'Amérique. Amérique égale immigrants. Même si elle est la plus grande ville francophone hors de France, Montréal est avant tout une ville cosmopolite, avec une infinité de quartiers ethniques dont Chinatown ne donne qu'un rapide aperçu. La rue Sainte-Catherine, la Main comme on dit ici, traverse Montréal sur toute sa longueur. Elle longe Christ Church, la cathédrale anglicane, ainsi que les plus grands magasins de la ville. En fait, elle relie les 2 pôles culturels de Montréal. L'Ouest, à majorité anglophone, plutôt traditionnel, et l'Est, moins conservateur, un peu bohème avec son quartier latin et ses rues toujours animées. Bien ancrée à l'Est, la rue Saint-Denis est le centre montréalais de la culture francophone, ou plutôt québécoise. Pour résister à l'invasion de l'anglais, les Québécois sont devenus les plus farouches défenseurs de la langue française, notamment dans l'affichage. Ici, on ne dit pas un hot dog, mais un chien chaud. Le quartier latin est fier de ses terrasses, pas encore très courantes en Amérique du Nord, et de toutes ses références parisiennes. Jean-Claude, quelle température on va en faire? À quoi on peut s'attendre demain parce que la journée achève, là? On annonce du beau temps pour en fin de semaine avec de belles températures. Tous les samedis de 17h à 20h. Montréal, un dosage savant de classique et d'excentrique, une ville qui vit, qui évolue, qui explore.
Témoin de cette audace, le stade olympique, construit pour les Jeux de 1976. Voulu par l'ambitieux maire de Montréal, Jean Drapeau, qui voulait doter sa ville d'un édifice sans égal, le stade accueille de nombreuses manifestations, dont les matchs de l'équipe de baseball de Montréal, les Expos. Le mât colossal escaladé par un funiculaire offre 175 mètres au-dessus du sol, une vue panoramique sur la ville. Les installations olympiques ont été reconverties. Les pyramides où logeaient les athlètes sont devenues immeubles à appartements et le vélodrome est devenu le biodôme, une reconstitution étonnante de 4 milieux naturels que l'on rencontre en Amérique. La forêt tropicale pluviale, avec sa végétation exubérante, alors que nous sommes à Montréal, où le thermomètre peut descendre à moins 20 degrés. Même les caïmans et les piranhas sont au rendez-vous. Juste à côté, la forêt des Laurentides, ses érables, ses lynx et ses castors. Le Saint-Laurent marin présente lui aussi sa faune au public. Et le monde polaire n'est pas en reste dans ce microcosme reconstitué grâce à une véritable prouesse technique. Le biodôme, c'est un musée vivant, dédié à la nature, dédié à l'environnement. Il a pour mission de sensibiliser le public, sensibiliser les jeunes surtout, à la nature qui l'entoure, avec comme but ultime d'en prendre bien soin. Le pont Jacques-Cartier mène à l'île Sainte-Hélène, site d'un autre événement qui a conforté le prestige de la province, l'exposition universelle de 1967. Le pavillon des États-Unis abrite maintenant une biosphère et le pavillon français, un casino. Autre vestige de l'expo, sur l'île Ronde, devenue La Ronde, un parc d'attractions qui n'ouvre que l'été, et pour cause. Oui, en été, la température peut donner envie de se rendre à la plage, du moins si on a le temps, car en cette saison, les amateurs d'activités ne peuvent rester sur leur faim. Le rire donne lieu ici chaque année à un festival. Comme le cinéma, et même la gourmandise. C'est là qu'on se rend compte que les arts culinaires ne sont plus un monopole bleu, blanc, rouge, car dans ce domaine aussi, les Québécois explorent en toute liberté. Et tant pis pour les calories. Une compétition de feux d'artifice illumine les courtes nuits d'été et c'est le jazz qui prend le relais avec l'un des festivals les plus importants du monde. L'autoroute 15 Est mène en Estrie, une région que l'on appelle aussi les cantons de l'Est. Les hameaux ont pour nom Rougemont, Ayerscliff ou Bibi. Spécialité, les abeilles, le miel, le vin de miel. Ici, la vie est paisible et routinière, même si le village de Stansted a une particularité. Ici et là, une borne plantée dans un jardin indique la ligne frontière qui sépare le Québec des États-Unis. Oui, une moitié de Stansted se trouve aux États-Unis et l'autre moitié au Québec.
Rien de vraiment exceptionnel, sauf qu'ici la frontière ne fait pas dans la dentelle. Elle traverse le magnifique bâtiment de l'Opéra d'une ligne noire, coupant en deux les salons, les salles de lecture et même la salle de spectacle. Résultat, la scène se trouve aux États-Unis et les spectateurs au Québec. En Estrie, comme dans tout le sud de la province, les forêts d'érable font partie intégrante du paysage et du patrimoine naturel. Au printemps, au moment du dégel, les érables libèrent leurs sève. C'est l'occasion pour les Québécois d'un retour aux traditions, à la campagne, autour des cabanes à sucre. La forêt d'érable, c'est une forêt très précieuse qui représente le pays, le Canada, qui est l'emblème du pays finalement. Et puis aussi, c'est l'arbre dans lequel on extrait la sève pour en faire le sirop d'érable. Le Québec produit plus de 85 des produits d'érable dans tout le monde entier. Pierre Fauché a monté une grande cabane à sucre pour faire partager aux visiteurs sa connaissance des traditions. C'est pas compliqué. On prend un vilebrequin, on fait un petit trou dans l'arbre avec un peu plus profond que 3-4 cm. On rentre le goudron dans l'entaille, on accroche un seau. Et puis, ça prend des nuits de gel, des jours de dégel pour faire couler la sève. On ramasse 4 à 12 tonnes de sève par jour qu'on amène à la cabane et puis qu'on évapore sur feu de bois. Et puis, ça prend jusqu'à 40 litres de sève pour faire 1 litre de sirop d'érable. À la sucrerie de la montagne, une partie de sucre, comme on dit ici, ne va pas sans la dégustation des plats traditionnels québécois, comme les faits volards et bien entendu, la tourtière. Et qui dit tradition au Québec dit aussi fête. Lorsqu'arrive l'automne, se révèle le caractère fortement marqué de chacune des saisons. Fin septembre, début octobre, le Québec tout entier s'illumine. C'est l'occasion de profiter d'une nature douce, une dernière fois avant l'hiver, et l'été des Indiens étale sur la province, pour quelques jours magiques seulement, une palette infinie de couleurs feu. Les forêts recouvrent presque entièrement les Laurentides, une région qui s'étend au nord-ouest de Montréal. Lorsqu'ils s'y rendent, les Montréalais disent « on monte dans le nord ». Un massif montagneux dont les reliefs sont entrecoupés de lacs divisés en deux régions, les basses et les hautes Laurentides. Un moyen de déplacement quasi naturel, l'hydravion. Quelques petits villages, rendez-vous des Montréalais qui passent leur fin de semaine, c'est-à-dire, en français, leur week-end, dans leur chalet des pays d'en haut. Ce sont les colons du 19e siècle qui avaient ainsi dénommé cette région située, pour eux, bien loin du Saint-Laurent. Paradis du golf et d'innombrables activités de loisirs, souvent glissantes et même rafraîchissantes, les Basses-Laurentides ont trouvé dans le tourisme les ressources nécessaires à leur développement. À 300 km au nord de Montréal, les routes deviennent pistes lorsqu'elles pénètrent au cœur de l'immensité verte. Les forêts couvrent un quart de la superficie du Québec. L'hydravion est le moyen le plus pratique et bien souvent le seul pour accéder aux lieux les plus appréciés par les pêcheurs, les chasseurs ou simplement les amoureux de la nature, les pourvoiries.
L'une des plus célèbres d'entre elles, la seigneurie du Triton. Elle est aussi l'une des plus anciennes, car son histoire remonte aux années 1890. Et le terme seigneurie remonte, lui, au régime seigneurial de la Nouvelle-France. Les pourvoiries sont des domaines privés, réservés au départ au séjour des chasseurs et des pêcheurs. Elles comprennent parfois, sur leur territoire, des dizaines de lacs et de rivières. Un des objectifs, préserver l'équilibre écologique. Découvrir le territoire d'une pourvoirie, c'est arriver à une totale symbiose avec la nature. C'est le privilège de pouvoir approcher et observer une faune quasi inaccessible ailleurs, dans un environnement identique à ce qu'il était voici plus d'un siècle. Un petit musée montre d'ailleurs que les accessoires du trappeur n'ont pas beaucoup évolué en 100 ans. Au petit matin, alors que les bords de lac sont encore nimbés d'un halo de brume, les pêcheurs lancent leur première ligne de la journée. Donc la pêche, c'est la pêche à l'omble de fontaine que les Québécois adorent comme qualité de pêche et comme goût aussi comme poisson, parce que c'est un poisson sauvage qui est excellent et qui donne beaucoup de travail au niveau là, de sa qualité, soit à la mouche, soit au lancer léger ou des choses comme ça. Pour les non-pêcheurs et les non-chasseurs, les pourvoiries comme le Triton proposent maintenant différentes activités ayant comme point commun la découverte de la nature. Un moyen de découverte idéal, le canoë, ou plutôt le canot comme on dit ici, en plus des guides toujours prêts à interpréter les petits secrets de l'environnement. Donc on a des sentiers écologiques, des sentiers de trappe, on va découvrir des plantes qui sont uniques au Québec pour la région ici, entre autres des plantes carnivores. Je parlais de sentiers de trappe, on voit comment les Amérindiens à l'époque pouvaient trapper, comment on le faisait il y a quelque temps et comment on le fait maintenant. Donc on voit un peu l'évolution. Donc tout ça est encadré aussi d'activités de canot, de rabasca, de pédalo. Donc étant donné que c'est l'eau, il y a 12 lacs sur le domaine, donc tout est autour de l'eau. Mais entre chaque lac, c'est à pied. Et c'est ce qu'on retrouve ici, ce qui se faisait il y a plus de 100 ans et ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et ce qui, il faut l'espérer, se fera encore longtemps sur ce territoire que les Indiens appelaient le pays de l'eau, couleur du ciel. Les 250 km séparant Montréal de Québec traversent une région qui regroupe à elle seule plus de la moitié de la population de la province. Responsable, un géant, le Saint-Laurent, l'un des plus longs fleuves du monde. Sur ces rives, que les seigneurs avaient découpées en longues parcelles de terre appelées rangs, se sont établis les premiers immigrants. Là où le fleuve se rétrécit. En langue indienne, cette phrase se dit « Québec ». D'où le nom de cette ville symbole, capitale de la province, au parlement surmonté du fleur-de-lysée, le drapeau à fleur de lys. Superbement conservé, Québec est faite d'histoire, avec sa citadelle et les plaines d'Abraham, qui virent la victoire décisive des troupes britanniques sur l'armée française en 1759. D'épais remparts entourent encore la ville, dans laquelle on pénètre par la porte Saint-Louis. En descendant la rue Saint-Jean, on longe le plus vieux quartier de la Haute-Ville, un autre quartier latin. Toujours animé, c'est le premier que découvrent les visiteurs américains, fascinés et surpris de trouver aussi près de chez eux une authentique vieille ville européenne, avec ses boutiques, ses restaurants, ses traditions, ses fantômes et ses terrasses. Rien n'indique que l'ensemble du quartier appartenait jadis au séminaire de Québec. Mais tout rappelle que s'écrivirent ici quelques-uns des chapitres les plus anciens et les plus dramatiques de l'histoire du Canada. Une touche d'ambiance parisienne baigne la rue du Trésor. Ici, on est à Montmartre, même si sur les croûtes, la basilique du Sacré-Cœur est remplacée par le château Frontenac. Première construction, édifiée dans le style château typiquement canadien, il domine le Cap Diamant, le Saint-Laurent et la terrasse Dufresne qui aligne ses planches sous le prestigieux hôtel inauguré en 1893. Une centaine de mètres en contrebas, l'un des plus vieux quartiers d'Amérique du Nord, la Basse-Ville, projette le visiteur 3 siècles en arrière dans un petit bourg de l'ouest de la France. On y pénètre par un escalier, puis des ruelles pavées aux maisons parfaitement rénovées,
jusqu'à la place Royale, berceau de la Nouvelle-France. Au centre, un buste résume l'histoire. En 1663, Louis XIV décide de faire du Canada, jusque-là géré par le clergé et de gros négociants, une province française comme les autres, dirigée par un gouverneur. L'été, partout au Québec, est la saison des festivals. Et les Québécois de Québec adorent lancer leur festival en rythme et en fanfare. Lorsqu'on quitte Québec par la rive nord du Saint-Laurent, surprise, un téléphérique se joue de la falaise taillée par la rivière Montmorency. Avant de se jeter dans le grand fleuve, celle-ci franchit un dernier obstacle, 83 mètres de dénivelé, c'est-à-dire 30 mètres de plus que les chutes du Niagara. Un argument suffisant pour faire de la chute Montmorency un site de développement touristique. En face de la chute, un pont mène à d'autres falaises. Celles qui mettent en relief l'île d'Orléans, ancrée au milieu du Saint-Laurent, à 10 km de Québec. Le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles, chantait Félix Leclerc. Colonisée par des familles normandes et picardes, l'île est un bon exemple de la vie rurale traditionnelle. Ici, les produits de la ferme sont essentiellement destinés au marché de Québec. Mais l'agriculture n'est pas la seule activité locale. Les ateliers d'artistes et d'artisans jalonnent le chemin royal qui fait le tour de l'île en 67 km, traversant tous les villages. Le charme de l'île et l'hospitalité de ses habitants attirent désormais les visiteurs qui trouvent, en bord de route, petites auberges, gîtes ou logements chez l'habitant. En septembre, les pommes. En août, le blé d'Inde, c'est-à-dire le maïs. En juillet, les fraises. L'île d'Orléans est un vaste jardin. De nos jours, les cultures ont chassé les vignes sauvages qui jadis recouvraient l'île. Mais au village de Sainte-Pétronille, on n'a pas oublié que Jacques Cartier, découvrant l'île en 1535, la surnomma l'île de Bacchus. Direction Charlevoix. À une quarantaine de kilomètres au nord-est de Québec, le Saint-Laurent s'élargit en estuaire. Les eaux du fleuve deviennent eaux de mer. Le long de la route défilent les auberges, les hameaux aux noms charmants et les boutiques des artisans qui de tout temps se sont laissés inspirer par la beauté de la région de Charlevoix. Potiers, céramistes, musiciens ou peintres, nombreux sont les artistes québécois à s'être donné rendez-vous ici. Michel Duquette. Je suis artiste peintre. J'habite Charlevoix depuis 22 ans. Et si on nous demande pourquoi il y a tant de peintres dans Charlevoix, bien, je pourrais dire qu'on est comblé au point de vue paysage, au point de vue atmosphère, au point de vue luminosité. On retrouve les montagnes, les rochers, les rivières. Ensuite, il y a la vie quotidienne, une vie de cultivateur. Et puis, on retrouve des traditions dans le mode de vie des gens qu'on ne retrouve pas ailleurs. Bien essayé. Ah oui, vas-tu une autre? Hein? Lorsqu'il découvrit la région en remontant le Saint-Laurent,
Jacques Cartier jeta l'ancre un soir, au large d'une île recouverte de coudriers, un ancien nom désignant les noisetiers. Il l'appela tout naturellement l'île aux coudres. Les habitants de l'île ont longtemps vécu de la chasse aux marsouins, désormais interdite, et de la construction de bateaux, des goélettes qu'ils appelaient voitures d'eau. Ici, le temps se déroule lentement, à un rythme propice à la conservation des traditions et des savoir-faire. Oh, c'est moins dur que d'apprendre le piano, vous savez. Oui, les techniques anciennes sont simples, parfaitement adaptées aux nécessités locales et souvent ingénieuses. On tourne la toiture du moulin dans le sens d'orientation du vent dominant pour permettre aux vagues et aux mécanismes de tourner. C'est un système unique ici au Canada qu'on retrouve sur le même site 2 moulins. Pourquoi 2 moulins? Tout simplement parce qu'en hiver, le moulin à eau gèle et le moulin à vent peut prendre le relais. Une cérémonie historique a eu lieu sur l'île, la célébration de la toute première messe catholique en Nouvelle-France lors du 2e voyage de Jacques Cartier. « 150 km en aval, Tadoussac est une petite ville portuaire exceptionnelle. Un hôtel de légende, la plus vieille chapelle du Canada et des baleines. Cachalots, belugas et autres mammifères géants profitent des eaux salées du Saint-Laurent pour venir chaque été faire le plein de plancton et de petits poissons qui foisonnent à cet endroit. Alors pour tous ces animaux-là, le Saint-Laurent est particulièrement important pour l'alimentation. C'est un endroit où ils viennent faire leurs réserves pour retourner le prochain hiver dans les eaux plus chaudes du sud où ils vont ensuite donner naissance. Un visiteur chanceux pourra avoir la chance de voir jusqu'à 4, peut-être même 5 espèces de baleines en une excursion de 3 heures et peut-être 2 ou 3 espèces de phoques, ce qui fait du Saint-Laurent, de l'embouchure du Saguenay et de la région de Tadoussac un site exceptionnel pour voir les baleines. En aval de Tadoussac, la côte sud du Saint-Laurent borde une longue péninsule qui occupe une place particulière dans l'histoire du pays. C'est à l'extrémité de la Gaspésie qu'en 1534, Jacques Cartier, au nom de François Ier, roi de France, prend possession du Nouveau Monde. Dans la langue des Indiens Micmac, le mot « Guespec » ou « Gaspé » signifie « le bout du monde ». Malgré son isolement, la beauté de la Gaspésie est saisissante. Les eaux froides du Saint-Laurent, devenues presque océan, dessinent une côte tantôt sauvage, tantôt propice à l'agrément. Et les monts Chic-Choc composent souvent des reliefs spectaculaires. La route qui ceinture la péninsule mène à Percé, un rocher dont on peut faire le tour à pied à marée basse. Percé d'énormes trous, le rocher, long de 400 mètres et haut de 88, a donné son nom au village devenu station balnéaire. Les habitants de Percé se sont reconvertis dans le tourisme parce que la pêche à la morue n'est plus ce qu'elle était, aux grandes dames du capitaine Tilou. Il n'y a pas de morue, pas en tout. Oui. J'ai pêché pour 50 ans sans partie. Après ça, je m'ai mis dans le tourisme. Je commence en 21. Puis je me suis mis dans le tourisme en 65, après 64. Je me mis à faire la pêche avec le tourisme. Si le touriste mord mieux que la morue, c'est entre autres parce que la Gaspésie a su préserver sa nature. Exemple, le parc de l'île Bonaventure qui protège la 2e colonie au monde de fous de bassin. Avec ses hautes falaises sculptées dans le calcaire, le parc Forillon est, lui, le refuge des phoques gris, appelés aussi loups marins en raison de leurs cris.
Très loin, au large de la Gaspésie, le Saint-Laurent a façonné dans son estuaire un chapelet d'îles aux couleurs et aux formes déroutantes. Les îles de la Madeleine émerveillent par leur beauté, simplement naturelle. Un archipel de 12 îles, dont 7 habitées, s'étire au ras du fleuve immense. Les 15 000 habitants, les Madelinots, vivent essentiellement de la pêche. L'agriculture est symbolique, bien que les maisons de bois aux couleurs vives semblent posées sur un océan de verdure. Une route relie la plupart des îles entre elles en suivant les cordons de dunes. Le vent, toujours puissant, et la faible profondeur des lagunes font des îles un rêve de véliplanchiste. Un point commun à tous les villages, peu importe qu'ils soient sur l'île du Cap-aux-Meules ou l'île du Havre-Aubert, d'étonnants alignements de bizarres cages de bois empilées, les casiers à homards. Vous pêchez combien de homards? Les bonnes années, c'est à peu près 15-18 000 par pêcheur. C'est vendu sur les marchés de près de Montréal, et Québec et Boston. Oui, la grande spécialité des îles de la Madeleine, le homard. On en pêche 3500 tonnes chaque année entre la mi-mai et la mi-juillet. Le homard ici fait partie des traditions, comme la pêche à la morue, comme l'après du maquereau ou comme les boucaneries où l'on fume toujours le hareng à l'ancienne. À la hauteur de Tadoussac, le Saint-Laurent reçoit son principal affluent, la puissante rivière du Saguenay. Elle est à l'origine du surnom donné par les premiers colons à la région, le royaume du Saguenay. En remontant le cours d'eau, on découvre un fjord à la scandinave. Au Cap Trinité, à 450 mètres au-dessus des flots, Notre-Dame du Saguenay veille sur les bateaux qui se faufilent entre les berges abruptes. Profondeur du fjord à cet endroit, 275 mètres. La route qui longe la rivière traverse une région protégée par le Parc national du Saguenay, qui garantit la sauvegarde de la nature tout en la rendant accessible à l'homme. Au bout de la route s'étire sur plus de 1000 km² une véritable mer intérieure qui offre au royaume un site exceptionnel pour les loisirs, le lac Saint-Jean. Dans les bourgs et les villages répartis dans le Saguenay lac Saint-Jean, on respecte le passé et les traditions. C'est peut-être ce qui confère son charme à la région, ce qui inspire depuis longtemps tous les écrivains qui l'ont choisi comme cadre de leurs romans. Au musée de Lac-à-la-Croix, on peut s'imprégner du mode de vie dans les campagnes ou dans les hameaux au XIXe siècle, mais c'est non loin de là qu'il est possible de remonter réellement le temps. Au milieu d'une forêt, à Val-Jalbert, une chute d'eau de 72 mètres fournissait, en 1900, l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une usine de pâte à papier. Mais dans les années 1920, les cours s'effondrèrent et les lieux furent abandonnés. Aujourd'hui, le village fantôme a repris vie. Qui est le fondateur de Val-Jalbert? Monsieur Val-Jalbert! Alors, j'attends mes couventines qui sont allées au dîner des dames de Sainte-Anne. Oui, les fantômes sont bien sympathiques. Et d'où ça vient, ça, monsieur? Si c'est vrai, on pourrait quasiment le faire embarquer Biquet. Vous pouvez même la voir d'ici, regardez. On y voit à Binette dans le poulailler. Ni l'accent des habitants, ni les constructions de ce qui était une ville modèle n'ont évolué depuis la Belle Époque.
Le rétro à la côte au lac Saint-Jean, mais aussi tout ce qui permet d'emprunter les sentiers de la nature. À Saint-Félicien, un zoo sauvage permet de faire connaissance avec plusieurs dizaines d'espèces, membres de la faune nord-américaine. La famille Ours Noir y fait bon ménage avec le bison et le cerf de Virginie. Le loup blanc se méfie des bisons, mais plus encore d'un autre animal, dont le caractère prédateur bien connu de tous lui a valu, lui, d'être mis en cage. L'homme. Dominée par les édifices religieux, Chicoutimi, 65 000 habitants, est la plus grande agglomération du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle fut l'un des plus importants postes de traite de la fourrure du XVIIe au XIXe siècle. Chicoutimi a une ville jumelle, Jonquière. La région du Lac-Saint-Jean marque la limite du royaume du Saguenay. Au-delà, les frontières sont moins marquées. L'ambiance devient un peu celle de l'Ouest américain. Un hôtel ranch, qui pourrait figurer dans un film western, reconstitue de manière très fidèle l'ambiance de la conquête de l'Ouest. Le confort en plus. Mais les arbres aux alentours sont des érables, on est toujours bien au Canada. Et les animateurs mélangent avec brio les traditions du Québec à celles du Far West. Les forêts et les mines sont les principales richesses de l'Abitibi et de Val-d'Or. Val-d'Or, une boomtown, une ville champignon qui porte bien son nom puisque dans les années 1920, elle poussa comme un champignon lorsque la découverte de minerais précieux dans la région suscita une véritable ruée vers l'or. Val-d'Or fut même à une époque le plus important centre d'extraction d'or au monde. Mais les prospecteurs, qui construisaient leur village tout naturellement autour des mines, y exploitèrent aussi des gisements de cuivre et d'argent. Un authentique village minier, fait de cabanes en bois rond, d'authentiques cabanes au Canada, a été conservé en parfait état. Et la mine exploite désormais un double filon, l'or et le tourisme. On le sent, hein, ça sonne creux. Ça sonne peut-être creux, mais le gisement est loin d'être épuisé. Un musée de la mine a été créé où l'on peut se familiariser à toutes les étapes du traitement du minerai. On fait fondre du sable ou de la silice. Nous, c'est un déchet dans le cas de la mine Lamaque parce qu'on voulait analyser l'or. L'or de Val-d'Or, un jalon important de ce qui fut la ruée québécoise vers l'ouest. Au-delà de la cité minière, la route est parsemée de villages autochtones. Autochtones ou natifs sont les mots usités au Québec pour désigner les Indiens d'Amérique. Plus on s'enfonce vers l'ouest, plus la forêt abitibienne devient dense. Certains ont trouvé leur petit paradis au bord de l'un des 100 000 lacs de la région. Même la plus belle place au monde. Certaines îles sont des pourvoiries. Nous avons 135 îles
Ici, au lac du Parquet, on pogne le doré, le brochet, la perche chaude, la corégone, c'est le poisson blanc. Après ça, vous avez la loche, vous avez la lacaisse, la barbotte. On a presque toutes les sortes de poissons, excepté il n'y a pas de truite. Les pourvoiries pourvoient aux besoins des pêcheurs, bien sûr, mais proposent aussi bien d'autres activités de loisirs. Sur l'île Mouk-Mouk, quelques chalets ont été confortablement aménagés au milieu des 75 hectares d'une forêt de pins, de trembles et de bouleaux. C'est le domaine Masquamisk, au départ duquel l'activité la plus naturelle reste l'observation d'une nature parfaitement préservée, dans laquelle l'homme a su se fondre avec discrétion. Direction nord. Il faut faire un bond de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord pour rencontrer la vraie nature, la plus pure, celle que recherchent les amateurs d'aventures authentiques. C'est en hydravion que l'on rejoint le lac Plétipi, le réservoir Manicouagan ou celui des Outardes, des étendues d'eau où les truites et autres touladis, une variété de saumon, se trouvent à profusion. Ici, on ne s'immerge pas dans la nature pour quelques heures, mais pour quelques jours. À 1000 km au nord de Montréal, une rivière longue de 800 km, la Grande, jette ses eaux glacées dans une baie qui est un prolongement de la gigantesque baie d'Hudson, la baie James. Ce territoire fait de taïga et de rivières offre au Québec l'une de ses principales richesses, l'hydroélectricité. C'est en 1972 que le gouvernement québécois a lancé la construction de barrages colossaux détournant les rivières, lançant à travers les forêts de puissantes lignes à haute tension. Le tout avec une préoccupation qui tenait de la gageure, préserver, en le reconstituant s'il le faut, l'équilibre écologique. Pour loger les travailleurs qui par milliers ont été et sont toujours affectés au chantier, on a créé des cités artificielles reliées en permanence par avion à Montréal, que le thermomètre affiche plus 30 degrés comme en été ou moins 50 comme en hiver. Ici, c'est le pays de la démesure. Des dizaines de milliards de mètres cubes d'eau sont retenus par des barrages et des digues avant d'être transformés en or blanc par les installations à l'échelle de Titan. Autre particularité du complexe, on a creusé le sol et la roche pour y enfouir les centrales. La centrale DG2, bien, c'est une centrale souterraine, comme on voit juste à côté ici sur la maquette. Et donc, la centrale DG2, c'est la plus grande centrale souterraine au monde. Au-delà de la baie James, c'est le Grand Nord québécois, le Nunavik. Cette région des confins de l'Arctique est peuplée d'Inuits que l'on a longtemps appelés Esquimaux. Vivant de pêche et de chasse, ces Amérindiens ont dû modifier considérablement leur mode de vie en raison des nouvelles réglementations qui limitent ces activités traditionnelles. Les maisons préfabriquées ont remplacé les igloos et la motoneige, le traîneau à chien. Mais ils ont conservé la fierté de leurs ancêtres. Ils ont confiance dans l'avenir, car ils savent que leur peuple est éternel. En effet, dans leur langue, Inuit signifie tout simplement l'homme. Au Québec, l'homme a domestiqué l'hiver, et pour ce faire, il a par exemple inventé la motoneige. Oui, c'est un Québécois, Pierre Armand Bombardier, qui a mis au point ce petit véhicule qui se faufile partout, propulsé par une chenille et dirigé par 2 skis. Aujourd'hui, dans le monde entier, les pays du froid ont adopté la motoneige pour des usages multiples, pratiques aussi bien que sportifs. Au Québec, la motoneige est un mode de vie, avec ses signes de reconnaissance, 34 000 km de pistes balisées et même son propre code de la route. Le long des pistes, tout est prévu pour pallier aux besoins des motoneigistes qui peuvent se rendre en chevauchant leur engin pratiquement dans toute la province et même aux États-Unis. Mon pays, c'est l'hiver, dit la chanson de Gilles Vigneault.
Dès novembre, les premières bordées de neige recouvrent d'une couche ouatée la plus grande partie de la province. Elles composent les paysages que l'on retrouve sur les cartes de Noël, et la chute Montmorency devient un spectaculaire champ d'entraînement pour les alpinistes se préparant à braver les glaciers. Pour dompter l'hiver, pour empêcher la neige de paralyser les voies de communication à la moindre poudrerie, c'est ainsi que l'on désigne une tempête de neige, des moyens techniques exceptionnels sont mis au service du déneigement. Des souffleuses de tout gabarit avalent littéralement la neige avant de la rejeter dans des camions. Ceux-ci s'en débarrasseront ensuite dans des carrières désaffectées, dans les rivières ou dans le Saint-Laurent, ce qui pose d'ailleurs le problème de la pollution du fleuve. Mais, comme les Québécois ont beaucoup d'imagination, ils trouveront bien sûr une solution pour utiliser le trop-plein de neige. C'est à cette époque que les Québécois apprécient le plus les centres d'achat couverts et les galeries marchandes souterraines. Beaucoup d'activités peuvent se pratiquer à l'abri de la neige, même le hockey sur glace. Une exception, le ski. Les Québécois n'ont pas encore inventé le ski couvert. Mais qu'importe, les pistes bordées d'arbres enneigés sont magnifiques et les stations se sont dotées d'équipements prévus pour narguer le froid. Au Mont-Tremblant, au Mont-Sainte-Anne, comme dans la plupart des stations, les pistes sont souvent praticables de novembre à avril. Les pistes sont plus courtes qu'en Europe ou dans les Rocheuses, mais pour les remontées, les files d'attente sont aussi plus rares et de plus, elles peuvent être éclairées jusqu'à des heures tardives. Lorsque gèlent les lacs, l'hydravion troque ses flotteurs contre des skis. Un pilote québécois a même lancé le terme « hydraski ». Et une bonne partie du million de lacs de la province deviennent alors pour lui des pistes d'atterrissage. Dans sa version ski, l'hydravion reste, l'hiver, le moyen le plus rapide de s'immerger dans la nature. Et Dieu sait si les activités nature, pendant la saison froide, sont ici nombreuses et variées. Ski de fond ou de randonnée, raquettes, patins à glace bien entendu, mais aussi par exemple la pêche blanche. Les autochtones la pratiquent depuis toujours, mais les moyens techniques ont évolué. La glace une fois percée, il ne reste qu'à appâter le poisson, le poulamon par exemple, appelé aussi petit poisson des chenaux. La pêche blanche, comme les parties de cabane à sucre au printemps, est au Québec une tradition vivante. Elle peut rassembler beaucoup d'adeptes, comme à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où les centaines de cabanes posées sur la rivière abritent les pêcheurs et leurs trous dans la glace. Naguère moyen de transport incontournable, le traîneau à chien est devenu à la fois sport et activité découverte. La neige était merveilleusement glissante et fuyait sous les patins du traîneau, écrivait l'auteur franco-canadien Louis Hémon. Les chiens huskies ont encore une belle carrière devant eux, bien qu'ils soient délaissés par les Inuits. Avec la venue de la motoneige, ainsi que les aides gouvernementales au niveau financier, etc., le traîneau à chien est de moins en moins employé par eux. Maintenant, c'est de plus en plus... c'est l'inverse qui se produit, c'est que ça devient de moins en moins populaire dans l'Arctique et de plus en plus populaire dans nos régions. Québec, mois de février. Le Saint-Laurent est gelé et sans le travail permanent des brise-glaces, la grande voie fluviale serait impraticable pour plusieurs mois. Température moyenne à cette époque de l'année, moins 9 degrés. Cela signifie que le thermomètre peut descendre à moins 40 aussi rapidement qu'il peut remonter à 0 degré. Mais cela n'empêche pas les Québécois de vivre et de sortir. Non, les Québécois ne sont pas du genre à rester figés dans la neige, à l'une ou l'autre exception près.
Février est d'ailleurs l'une des périodes où Québec bouge le plus. C'est l'époque du carnaval. Il dure 17 jours. Concours de sculpture sur neige, un palais de neige, compétition traditionnelle et dégustation de la tire, de la sève d'érable glacée par la neige, après avoir été portée à ébullition dans un chaudron. C'est étonnant tout ce qu'on peut faire avec de la neige. Certains y prennent même des bains par moins 37 degrés. La recette, plus on est de fous, plus on rit, surtout après un verre de caribou, l'alcool du carnaval. Une autre activité traditionnelle, alors que sur le Saint-Laurent les blocs de glace s'entrechoquent, les courses de canot. Et le soir, c'est l'apothéose. Le bonhomme carnaval emmène la parade. Vivante, exubérante, chaleureuse, fière, hiver comme été, celle que l'on surnomme la belle province est en réalité superbe.